Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi les antennes de la radio-télévision Top Benji pour vous informer en ce mardi 12 février 2019. Soyez la bienvenue et bon confort d'écoute à tous. En ouverture de cette édition d'information, parlons d'un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques jours dans la commune de Port-Gentil. En effet, une fillette âgée de 1 an à peine a été retrouvée abandonnée dans une benne à ordures par deux dames généreuses au lieu dit Géedi au quartier Salsa dans le 4e arrondissement. Après s'être occupée de cet enfant, une nuit durant, les deux dames l'ont conduite auprès des services des affaires sociales. Écoutons ensemble les faits relatés ici par les deux compatriotes bienfaitrices. Oui, hier soir à 18h. On revenait derrière Kodev, on allait fouiller le Mutoki. Donc après là-bas, j'ai demandé à la soeur qu'on allait prendre un pot. On a marché, Sindara, Salsa, on descendait vers Chédi. La soeur me dit non, elle va se soulager. Je lui dis, toi tu marches avec tout, avoir un frein. Elle me dit non, je suis attaquée. Je dis ok, je t'attends donc, soulage-toi. Au moment où elle soulève la jupe qu'elle avait, elle me dit viens. J'entends la voix d'un enfant ici. Je dis, oh, ça c'est pas le chat qui t'entend pleurer. Oh non, je te jure sa tête de papy, viens. On a perdu un frère, viens l'enfant, c'est un enfant qui pleure. Elle dit, ok, on va fouiller. Nous sommes montés, l'enfant est dans le carton, tout rempli de saleté, le linge même dans le sac. Tout rempli de saleté, en pleurant. Les narines bouchées, des peaux de blessures, le sang aux narines. Donc on l'a emmené, il faisait déjà 18h, on partait à 19h. Donc on l'a pris avec nous, on l'a amené à la maison. Les voisins nous ont aidés, nous ont donné le linge, on l'a lavé, on a dormi avec elle, elle a mangé. Hier soir, on a notre beau-frère, il a gagné des paix, tonton JB. Il est major. Major. Nous sommes allés au commissariat central avec l'enfant. On nous a conseillé de venir avec elle ici le matin. Quand hier, là, j'avais envie de me soulager, je suis allée derrière la benne. J'ai d'abord vu un chat. Après, j'ai dit, ça, c'est quoi? Maintenant, après, j'ai écouté l'enfant pleurer. Comme ça que je l'appelle. J'ai dit, Mado, viens, ma soeur. Il y a un bébé qui pleure. Elle me dit, oh, c'est faux. Toi, tu as les mauvaises blagues. J'ai dit, non, il y a un bébé qui pleure. C'est comme ça qu'on s'est mis à la poubelle, maintenant, en train de fouiller. Quand on fouille comme ça, même deux garçons qui nous parlent, regardez les jeunes filles comme ça qui ramassent la poubelle. Donc, j'ai ramassé, c'est comme ça que quand le dernier carton qui était en bas, c'est là on a retrouvé le bébé. C'est là on a pris le bébé, là, il était sale. On a marché avec le bébé là. Et on a demandé à une femme là, béninoise, qui fait les pochettes, elle nous a donné un peu l'eau. On essaie de nettoyer un peu l'enfant. Ça n'a pas, mais c'est là on a continué avec l'enfant jusqu'à la maison. C'est à notre beau-frère demandé qu'on puisse aller à la police hier pour après. C'est là où on nous a commandé de venir ici aux affaires sociales. Vous avez demandé dans les entourages si quelqu'un... On a traîné même avec l'enfant, plus que jusqu'à même à 22 heures. En croyant que peut-être l'enfant va reconnaître l'enfant. Il n'y a pas assez d'informations autour de cette fillette, donc toute personne l'ayant reconnue est priée de bien vouloir se rapprocher des services des affaires sociales. Allons-y à présent chercher l'information dans la capitale administrative et politique du pays où s'est tenue le 6 février dernier les assises de concertation nationale des organisations syndicales, associations et ONG du Gabon sur le thème « Crise sociopolitique et économique actuelle, quelle position pour la société civile ?» Tanguy Ohama de la radio-télévision Nazareth pour les précisions. Les assises de la concertation nationale des organisations syndicales, associations, ONG du Gabon, qui avaient pour thème crise sociopolitique, économique actuelle, quelle position pour la société civile, se sont ouvertes dans un hôtel de la place, en présence de plusieurs organisations, en tête desquelles le président du CAP qui a ouvert les travaux. Mais que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'opposition, les masques sont tombés. Et donc ce que nous devons faire maintenant, pour que ce soit sur la vérité de la maladie du président, que ce soit sur la gestion du pays, on n'est pas obligé d'être 20. Je dis que rien que le nom, même 5 bons leaders dans ce pays, peuvent régler ce problème avec un discours vrai, avec une sincérité, pour que les populations enfin se mobilisent. Pourquoi cette large concertation de la société civile gabonaise sans exclusive? Sans exclusive parce que nous avons pensé que le temps est arrivé pour que la société civile puisse se prononcer, parce que
nous nous exprimons le plus souvent à travers soit nos téléphones, soit Internet. Maintenant, il faut le faire de manière officielle et ouvertement. Chers camarades, au service de l'intérêt général, notre mission reste le développement tout azimut, non seulement de notre nation, mais également de son peuple. C'est pourquoi, loin de faire de la politique, je vous exhorte à taire nos égos au profit de Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est de libérer notre administration de l'incompétence, de la corruption et du tribalisme. Gabon d'abord, c'est libérer nos institutions du régionalisme et des pratiques de tout genre. Gabon d'abord, c'est de libérer notre jeunesse, nos familles et toute la population gabonaise de toute violence, agression, confiscation des instruments démocratiques et républicains. Gabon d'abord, c'est de libérer la justice, la communication et les médias. Gabon d'abord, c'est de permettre l'éclosion de l'élite nationale, car il n'existe plus une élite. Il faut adhérer à d'autres pratiques pour être pris en compte. Enfin, Gabon d'abord, libérons le Gabon de ses ennemis. Je vous remercie. 2 commissions ont été formées, une sur la crise sociopolitique, les démarches et actions, l'autre sur l'examen de la demande d'audience de la société civile auprès du chef de l'État gabonais. La mobilisation de tous est plus que jamais souhaitée pour faire aboutir les résolutions qui sortiront de ces assises. Restons toujours à Libreville et allons-y au ministère de l'Agriculture où après le départ du ministre de cette institution suite au réaménagement du gouvernement intervenu le 30 janvier dernier, il semblerait que plusieurs véhicules appartenant aux 10 ministères ne sont toujours pas restitués à la tutelle, chose qui indigne les agents de ce département ministériel qui en appellent à la restitution purement et simplement et dans les brefs délais de ces véhicules. Voyons tout ça dans cet élément signé de nos confrères de la radio-télévision Nazareth. De combien de véhicules s'agit-il? Pour le ministre, il s'en est allé avec 2 que le secrétaire général du gouvernement lui aurait donné. Et il y a 4 véhicules que le directeur de cabinet détenait. Il justifiait que ces véhicules, il les a emportés parce qu'ils étaient en voie de réforme. Nous lui avons dit que même s'ils sont en voie de réforme, la voie de réforme ne signifie pas être propriétaire. On est propriétaire lorsque le véhicule est réformé et on détient un acte de cession. Il était question de ramener ce véhicule. Il n'a pas fait opposition. Il a dit d'accord, dans ces conditions, j'ai cru qu'étant en voie de réforme, je pouvais les emmener avec moi. Si c'était un préalable, nous les ramenons aujourd'hui. Il y a 2 autres véhicules tenus par 2 conseillers. Un ancien conseiller qui n'était pas déjà en fonction, Madame Moussamba, qui a ouvertement dit qu'elle ne rend pas le véhicule. Elle a été sommée par le ministre sortant revenu, si on peut le dire ainsi, M. Binimangam Sabou, de ramener le véhicule. Elle a été sommée par le ministre sortant actuel, M. Ali Akbar Onanga, de ramener le véhicule qui appartient au ministère de l'Agriculture. Elle a dit qu'elle ne donne pas le véhicule. La DG, la dernière, elle est derrière elle et nous lui disons, nous profitons de ce canal pour lui dire, Madame Moussamba, vous n'aurez que 3 jours pour ramener ce véhicule au ministère de l'Agriculture. Tout ce qui est du ministère de l'Agriculture payé par le contribuable, vous nous les ramenez dans un délai de 3 jours, sinon nous passerons à la vitesse supérieure. Nous allons envahir la rue expressément pour vous, pour que ce véhicule qui est doté par l'État pour le compte du ministère de l'Agriculture soit revenu au ministère de l'Agriculture. Voilà une dame qui est venue servir ici, elle n'est ni fonctionnaire, elle n'est rien. Elle décide de prendre un véhicule, de partir avec, fut-elle conseiller du ministre Binimangam Sabou, et on va laisser parce qu'elle dit son grand frère était au cadre de la présidence. Alors là, c'est un défi, on donnera la réponse qu'elle mérite. Pour l'autre cas, le véhicule du conseiller qui a résisté, qui finalement avait répondu favorable à la nouvelle équipe en disant qu'il est en déplacement, qu'il devait ramener le véhicule est garé là, au moment où on parle, 2 véhicules sont déjà revenus. Donc ils sont stationnés là, c'est un défilé qui est en train de se faire, les véhicules vont revenir progressivement. Ouvrons à présent notre traditionnelle page de l'information consacrée au continent africain. À l'initiative de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le groupement interbancaire et monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain assure la transaction électronique de plus de 5 millions de porteurs de cartes dans l'espace ouest-africain. Un reportage signé d'Africa 24.
Initiative de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine assure la transaction électronique de plus de 5 millions de porteurs de cartes dans l'espace. Au Togo, ces porteurs de cartes sont estimés à environ 300 000. Dans ces 300 000, nous avons fait sur une estimation de 6 mois, 70% comme ça qui utilisent leur carte. Mais vous voyez, là, le Togo, nous avons une population de près de 7 millions. Près de 300 000 porteurs de cartes, c'est peu par rapport au nombre de détenteurs de comptes qui avoisinent le million dans toutes les banques. Dans le cadre de la stratégie régionale d'inclusion financière au sein de l'UEMOA, le groupement interbancaire monétaire a été choisi pour porter la future plateforme d'interopérabilité des systèmes financiers digitaux. Ce que le GIM a fait pendant 15 ans, c'était déjà de mettre en place un réseau interconnecté. Si nous arrivons à garantir l'énergie suffisamment, les télécommunications dans les zones les plus reculées, je suis convaincu que l'inclusion financière peut aller dans les endroits les plus reculés. En 2017, le taux d'inclusion financière dans l'UEMOA est estimé à 55%. Le développement des infrastructures technologiques et des produits à des coûts abordables pour les populations, notamment les mobile money, sont des initiatives à encourager par les pouvoirs publics pour atteindre au sein de l'espace les objectifs de 75% à l'horizon 2025. Le gouvernement ivoirien envisage investir plus de 833 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé sur la période allant de 2018 à 2021, une initiative gouvernementale qui vise à procurer à la population un système de santé performant à long terme. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. Plus de 833 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements que prévoit le gouvernement ivoirien dans le secteur de la santé sur la période 2018-2021. Les établissements sanitaires seront rénovés ou construits pour un montant de 577 milliards de francs CFA. Toutes ces initiatives visent à procurer à la population un système de santé performant. Offrir des services de santé de proximité. C'est-à-dire la santé doit aller vers le malade, la santé ne doit pas attendre le malade. Mais le président en a fait une recommandation, ce sont des instructions, donc nous sommes parfaitement à l'aise pour appliquer cette politique. Le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux publics va de pair avec celui des établissements privés pour faire de la Côte d'Ivoire un hub médical. Il est désormais possible de faire des examens d'IRM, imagerie et résonance médicale, nécessitant auparavant des évacuations sanitaires à l'étranger. C'est donc le premier équipement de ce niveau qui va permettre d'explorer le corps humain en entier. Jusqu'à présent, on avait des équipements qui nous permettaient de faire des explorations neurologiques et ostéo-articulaires. Avec l'IRM, on pourra faire des explorations abdominales, prostatiques, pelviennes. Les investissements massifs dans la santé doivent permettre de généraliser à court terme la couverture maladie universelle. Un effort sera également fait pour réduire la dépendance aux importations de médicaments. La Côte d'Ivoire importe 90% des médicaments consommés dans le pays. Refermons cette page de l'information consacrée au continent africain et rendons-nous au Cameroun à côté où les responsables politiques et les regroupements syndicaux sont montés au créneau pour lancer un appel à la paix face au climat sociopolitique qui perdure en ce moment dans ce pays. Seulement, les églises face à cette situation restent insensibles, sinon silencieuses. Les détails dans cet élément signé d'Africa 24. Depuis le lendemain des marches pacifiques organisées par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique d'opposition et qui ont entraîné des affrontements et des arrestations, le climat sociopolitique du pays reste tendu. Face à ce climat qui prévaut, les responsables politiques, les groupements syndicaux sont montés au créneau pour lancer des appels à la paix, mais l'Église, quant à elle, semble rester silencieuse. L'Église fait partie des acteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Et depuis quelques moments, le Cameroun est marqué par des événements qui touchent la vie politique du pays, mais nous sommes quand même déçus, on s'interroge du silence de l'Église. Selon les leaders d'opinion, l'Église est l'autorité morale dont des différentes positions sont toujours significatives. Au sein des communautés chrétiennes, écuméniques, évangéliques et autres lieux de culte, les hommes d'Église renseignent et indiquent que l'Église n'est pas silencieuse, elle a juste ses méthodes de travail.
La première chose que l'Église est appelée à faire dans une situation quelle qu'elle soit, c'est la prière, parce que c'est la prière qui est l'âme de l'action chrétienne. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas rester dans les chapelles. L'Église est bel et bien active, elle est sur le terrain. Et parfois, il faut laisser les acteurs institutionnels prendre à bas le corps. Reconnaître déjà que le problème est existentiel. Si déjà ceux qui sont devant ne le reconnaissent même pas, ils disent qu'il n'y a rien. Ils disent que tout va bien, alors que les gens meurent, alors que les gens ont faim. L'Église ne va pas rester silencieuse. Elle n'est même pas silencieuse, elle s'exprime. C'est donc pour apporter des réponses concrètes que les évêques du pays sont en concertation depuis quelques semaines. Et au mois de mars 2019, la conférence épiscopale nationale annonce une sortie officielle pour s'exprimer sur plusieurs questions. Revenons dans la capitale économique du pays, ici à Port-Gentil, pour boucler cette édition d'information et faisons-le avec cette petite page de sport. Le stade Mondji, catégorie minime, évolue progressivement dans le championnat provincial de football. D'ailleurs, le week-end dernier, cette équipe a remporté une victoire écrasante face à l'AS Aougan au stade Roger Butin sur un score de 4-0. Les détails ont encore le compte rendu dans cet élément de notre rédaction. Les footballeurs catégorie minime de l'association sportive Stade Mondji ont croisé les crampons de l'AS Aougan le samedi dernier au stade Roger Butin. Une troisième journée qui a permis une fois de plus aux écuries du club cher à la commune de Port-Gentil de remporter une victoire écrasante de 4-0 face à leur adversaire du jour. Petit frappe. Alors Les coachs des deux formations refont le match. Mes impressions, c'est que je peux commencer par vous dire déjà que c'est un championnat minime. Nous sommes d'abord là pour la formation. C'est vrai que lorsqu'on perd un match, c'est difficile de l'accepter, c'est difficile d'avoir cela, mais nous sommes obligés de l'accepter parce que le premier objectif que nous avons, c'est former les enfants. Et en formant les enfants, il faut que ces enfants-là arrivent à s'affronter avec les autres. Et c'est lors des rencontres pareilles qu'on essaye de voir si le travail que nous faisons essaye d'apporter ses fruits. Comme je disais tantôt, c'est vrai que la victoire fait mal, mais ce n'est pas grave. C'est la formation. Donc c'est une impression de satisfaction d'abord. Parce que tout simplement, ça fait du bien lorsqu'on voit nos enfants jouer comme ça. On voit aussi notre travail que nous fournissons, les efforts que nous fournissons chaque semaine, chaque jour. Bien que les défaites, les victoires ne suivent pas chez moi, mais je pense qu'à la longue, ça viendra. Il faut laisser le temps aux enfants. Moi, ce n'est pas le score qui m'intéresse. Moi, je fais de la formation. Donc chez moi, ma victoire, c'est quand il y a des gestes que les enfants peuvent multiplier quand on fait l'entraînement et quand ça se reproduit en match. J'ai marqué un super but sur un centre et l'enfant a arrêté par une reprise de volet. Vraiment, c'est des gestes rares. Voilà, c'est un peu ça, mon côté où je suis vraiment très content. En formation, on n'a pas besoin. On fait le turnover. Donc, les enfants viennent d'abord se faire plaisir. Donc, tout le monde doit pas part au gâteau. Voilà. Donc, il n'y a pas de titulaires en formation. En formation, on vient, quand on a arrêté un groupe, au moins que les enfants prennent plaisir. C'est qu'ils viennent pour que quand ils repartent, ils ne repartent pas fâchés. Voilà. Donc, quand ils viennent, chacun doit au moins participer même à la fête. 2 minutes, 1 minute, l'essentiel qu'on va pas jouer et quand il part, vraiment il est content. Le 16 février prochain, l'AS Sogara recevra Stade Mondji sur ses propres installations à 11h au stade Victor Vachi. Nous voici arrivés au terme de cette édition d'information. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir regardé, la réalisé avec Maestria Castro-Chibozo. Je serai là demain. Si cela plaît à Dieu, restez câblés sur les programmes de Top Benji. Au revoir.